Leïla, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, cette invitation dans ce podcast. On est très honorés, très ravis, très heureuse de t'avoir. Leïla Mamou, une femme, d'exception, qui a une carrière incroyable dans le monde bancaire. Enfin, en fait, tu vas tout nous raconter parce que tu as eu tellement de postes, de hauts postes, et tu as gravi tellement d'échelons que je vais évidemment te laisser te présenter. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, comme tu le souhaites? Alors, bon, d'abord merci de m'avoir invitée et donc je vais me présenter en vous disant d'abord ce que je fais aujourd'hui et après qu'est-ce qui m'a amené Très bien. à la fonction, aujourd'hui. Donc aujourd'hui je suis, directrice d'engagement citoyen au Crédit Agricole, PFM, avec une conviction profonde qui est que, l'utilité de l'entreprise, c'est aussi servir les jeunes générations. Et vous allez voir durant toute ma présentation, enfin tout mon discours est porté vers les jeunes générations, comment on leur tend la main, parce que si je suis arrivée là, c'est aussi parce qu'on m'a tendu la main et dans le rôle dans cette direction d'engagement, c'est de s'assurer que l'entreprise est réellement engagée, qu'elle fait réellement ce qu'elle dit et parmi les engagements qui me tiennent à cœur, il y a les engagements sociétaux, environnementaux, mais et surtout, c'est ce que je porte, les engagements envers la jeunesse. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui et ce qui m'a amenée là, bon alors j'ai une carrière, bon au début c'était classique, hein, j'ai commencé au bas de l'échelle dans une société de crédit à consommation, puisque j'ai monté j'ai co-monté la première filiale de crédit à consommation au Maroc de Sofinco et je pensais que j'allais rester 2 3 ans et j'y suis restée 30 ans. Je l'ai dirigée pendant 15 ans et c'est une belle expérience parce que quand on rentre, qu'on est une dizaine et en partant, je laisse une entreprise de 1 200 personnes qui est leader sur son marché, bah, ça c'est une success story qui me revient, pas qu'à moi bien sûr, avec toutes les équipes. Donc, tu es rentrée chez Sofinco et tu as évidemment fini, DGA, donc directrice générale associée, numéro 1 finalement Oui. de cette, Alors, justement, entreprise. donc j'ai dirigé, la société au Maroc et il y a 6 ans, je suis arrivée en France. Les 2 premières années, j'ai d'abord piloté 5 pays européens, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, la Hollande, et aussi un peu le Maroc et le lendemain du covid, j'ai dirigé Sofinco. Et donc là, ça a été un moment aussi, très important de gestion de crise, de reconfigurer toute l'entreprise et donc j'y suis restée 3 ans et c'est à l'issue donc de ces 3 ans que j'ai souhaité, créer cette direction de l'engagement citoyen. Donc on est parti from scratch avec aussi une création, au niveau de la fondation. Donc toute ma carrière, on va dire, j'ai quand même gravi tous les échelons, mais petit à petit, hein. C'est venu, tous les 3 ans, j'avais des nouvelles responsabilités, j'ai des nouveaux challenges et je dirais c'est presque arrivé naturellement avec une spécificité, c'est qu'à chaque fois que j'étais nommée, c'était pour régler un problème. Voilà. Oh! Donc c'était le poste qu'on donnait pour se dire: «Bon, de toute façon, il faut qu'elle y arrive et si elle y arrive pas, ben c'est pas grave, on mettra quelqu'un d'autre» et donc voilà, et comme je fonctionne beaucoup au challenge, ça m'a beaucoup appris. Il y a une phrase de Christine Lagarde qui dit qu'on nomme toujours des femmes, à des postes pour faire le sale boulot. Ça me rappelle un peu ce que tu dis. J'ai toujours été nommée pour vraiment régler, réorganiser, réorienter et en fait, je me suis rendu compte que finalement j'aime bien. Mais c'est peut-être aussi que tu es très forte là-dedans. Bah oui, parce que je pense que ce qui m'a aidée, vous savez quand vous commencez en bas de l'échelle et que, vous rencontrez tout le monde, vous rencontrez tous les échelons, vous savez discuter avec tout le monde, Mmh. vous savez les écouter, vous comprenez leurs problèmes. Ce qui fait quand vous arrivez, comme on dit, en haut, vous êtes pas hors sol. Quand vous prenez une décision, vous savez comment elle va réagir à un niveau N-4, à N-5 parce que j'y étais et j'ai un principe qui fait que, heu, s je fais toujours qu'on soit client, qu'on soit collaborateur, qu'on soit fournisseur, je me dis toujours: «Si j'étais fournisseur, comment j'aurais aimé être traité? Si j'étais client, comment j'aimerais Mmh. être traité? Et en tant que collaborateur, comment j'aimerais être traité?» Donc toutes mes décisions, c'est de me dire: «Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles vont vraiment être utiles, pour là où elles sont pensées?» Et tu arrives à le faire encore en étant très, très haut poste parce que ça doit être quand même de plus en plus compliqué. Plus on monte dans la hiérarchie, plus ça va être dur de se mettre à la place du dernier, C'est pas compliqué. Si je prends par exemple l'exemple de Sofinco, heu, j'ai fait le tour de la France 2 fois pour aller rencontrer les équipes, les agences, les collègues, les conseillers clientèle, ceux qui sont au front.
ceux qui sont réellement en contact avec les clients. Parce que ceux qui sont en contact avec le client, c'est pas ceux qui sont au 7e étage, hein. C'est Mmh. vraiment ceux qui sont en agence, qui font du recouvrement et donc si on ne les rencontre pas, enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, j'ai besoin de les rencontrer, j'ai besoin de les écouter, j'ai besoin de comprendre ce qu'ils vivent pour savoir quoi décider. Alors, bien sûr, il faut faire attention, ne pas se noyer dans le détail, ne pas se perdre, mais c'est la seule façon de ne pas être hors sol, c'est de continuer à aller sur le terrain, mais pas juste aller serrer les mains et dire voilà, je suis passé, mais s'asseoir, s'asseoir, écouter. Et comme j'ai fait le métier, bah, ça résonne rapidement. Vous savez, hein, voilà. Tu dis que tu as gravi les échelons au fur et à mesure, voilà, de ta carrière progressivement, donc tu pas le défaut d'être impatiente. Tu as été patiente dans ta carrière. Est-ce que, bah, tu as eu les opportunités que tu considérais méritées au fur et à mesure? Parce que je pense que nous, on a en commun d'être, des grandes impatientes et du coup, l'entrepreneuriat est peut-être plus adapté parce que enfin, moi, j'ai l'impression que si je travaillais dans honnêtement, j'ai l'impression que si je travaillais dans une entreprise, on me donnerait jamais ce que je veux ou alors, ça me demanderait un effort, de patience, que C'est une question intéressante parce que quand vous parlez de patience, je suis quelqu'un d'impatient. Mais je suis pas impatiente pour arriver à un poste, je suis impatiente pour faire un bon boulot. Ah oui, c'est sûr. Quand je prends un projet, je suis impatiente que ce projet se termine à temps, dans les budgets qu'on m'a donnés, avec l'efficacité qui en est attendue. Mais quand j'ai commencé à travailler, je me rappellerai toujours le jour de l'entretien, le DG, j'ai été reçue avec, 2-3 personnes, ils m'ont dit: «Bon, c'est quoi votre ambition?» Et en fait, quand je suis arrivée dans la salle, il y avait, 5 ou 6 hommes et lui, il me disait: «Moi, je suis responsable de ça». Donc voilà, je voyais qu'il y avait plein de niveaux. Je dis: «Bah, écoutez, moi, j'aimerais juste peut-être arriver à un moment où j'aurais pas autant de gens entre, le directeur général et moi-même». Mmh. Bon voilà, mais j'ai jamais eu cette ambition de me dire, «Bah, moi, ma carrière, je voudrais être DG». Franchement, c'est venu avec le temps, mais c'était pas ça mon ambition. Oui, mais J'avais après, pas c'est cette enfin, ambition. après le pouvoir de faire, il vient avec le poste et le titre. Moi, j'ai fait une, grosse erreur un jour dans ma carrière. Je négociais, pour un boulot et il m'a dit oui à peu près toutes mes demandes et en fait, le poste, c'était écrit directrice quelque chose et il me dit: «Par contre, juste un détail, en fait, on va pas te mettre directrice, on va te mettre responsable quelque chose parce que, c'est mieux comme ça», je sais pas quoi, je sais pas quoi et moi, sur le moment, je lui dis: «Ah oui, aucun enfin, alors vraiment, alors ça, je m'en fous, mais enfin, oui, si tu veux, j'avais obtenu tout ce que je voulais dans ma négo, donc ça, c'était le cadet de mes soucis et quelle erreur j'ai fait, parce que, après il y avait en fait, donc j'ai appris pourquoi il avait voulu me mettre responsable, puisqu'il y avait quelqu'un qui était déjà dans l'équipe, qui était responsable aussi et qui avait gueulé parce que j'allais du coup être directrice et que donc mon poste était au-dessus du sien, bon bref, dans une hiérarchie, fictive, et donc voilà et donc moi je suis pas au courant de ça et puis je m'en fous sur le moment et en fait les mois passent et plein de fois je perds des arbitrages contre cette personne, sauf que moi je suis convaincue d'avoir raison donc je dis au patron, «Là c'est pas possible», enfin et il me dit: «Bah ouais mais en fait, il est au-dessus de toi hiérarchiquement donc c'est comme ça» Ouais. et j'étais: «Ah bah non, non, c'est ça marche pas». Donc en fait, moi le statut, que j'ai, c'est pas ce qui m'intéresse, mais je pense que les hommes pour le coup, sont peut-être plus attachés, dans leur carrière à obtenir certains titres. Enfin, je pense que si on donne le message de peu importe le titre que vous avez, l'important c'est, le pouvoir d'agir, bah non, parce que le pouvoir d'agir, il vient avec un titre. Alors, en fait, là, vous parlez d'un pouvoir d'influence. C'est certain que plus vous êtes en haut de la hiérarchie, plus vous avez du pouvoir, c'est clair. Vous avez du pouvoir, vous avez des moyens, voilà. Moi, j'ai pas commencé dès le début en haut de la hiérarchie et pourtant, j'avais du pouvoir. Mais c'était un pouvoir qui s'est fait naturellement, comment? Par la crédibilité, par le sérieux, heu, par la justesse des décisions et en fait, naturellement, quels que soient les postes que j'ai occupés, naturellement, on venait me chercher pour un avis, pour traiter un sujet, alors qu'il n'était pas dans mon périmètre, alors que quelqu'un d'autre pouvait le faire à ma place. Et donc ça, c'est ce qui, moi, m'a aidé dans ma carrière, c'est que je ne restais pas limitée au poste. Et c'est différent ce que vous décrivez parce que moi, j'ai grandi dans cette entreprise. Donc je l'ai un peu façonnée, elle m'a façonnée. Donc voilà, c'est une espèce de moule on s'est adapté. Et le pouvoir, oui, il vient par le poste, mais il vient aussi par le leadership qu'on peut avoir en étant à l'écoute,
en étant, hem, sérieuse parce que vraiment j'insiste sur le mot «sérieux» qui a perdu un peu son sens, la valeur du travail et en fait, dans une entreprise, qu'est-ce qu'on veut? On veut que les projets avancent, on veut réussir, on veut faire nos objectifs. Quand vous tombez sur quelqu'un qui qui a les mêmes objectifs que vous, qui va se donner et qui va vraiment, par sa capacité d'écoute, aller fédérer autour de lui pour faire avancer les sujets, à ce moment-là, le titre n'a plus d'importance. Parce que moi, personnellement, combien de fois on est venu me chercher pour traiter, pour mener un projet. J'ai même mené un projet de restructuration informatique, alors que je ne suis pas informaticienne, mais je représentais tous les métiers parce que juste, j'arrivais à mettre ensemble les personnes, j'arrivais à les faire dialoguer, à les faire parler, et en se disant: «OK, maintenant qu'on a compris, comment on y va?» Et donc c'est un leadership que j'ai pu avoir sans pour autant avoir le poste. Alors le jour et je le jour où je suis devenue, directrice générale avec le pouvoir et avec cette capacité à créer des alliances et avoir de l'influence pour l'intérêt de l'entreprise, bah, là, c'est le graal parce que là, je me suis éclatée encore plus. Voilà, ça c'était un Et à moment chaque fois que tu important. changeais de poste, tu demandais une augmentation ou pas? Alors, 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 on m'appelait pour me dire: «Bon voilà, tu vas faire ça». OK, mais en fait, j'étais pas dans cette logique de me dire: il faut monter». J'étais dans la logique de: «Je veux bosser, je veux prouver que je suis à ma place, je veux prouver que je fais du bon boulot» et j'adore m'éclater au travail aussi, hein. Et donc quand on me proposait un poste, je le prenais comme: «Ah, ils m'ont reconnu, donc c'est déjà très bien. C'est Donc suffisant. bien sûr, je ne demandais rien, mais bien sûr, Ah bon? mais je n'ai rien demandé» et le jour où un jour je me dis: «Bon, il serait quand même temps que» voilà. Oui, j'ai souvent vous savez, j'avais été nommée, directrice, très très jeune, hein, vers 35 ans, j'étais déjà directrice du risque. C'est un gros poste dans les métiers que nous faisons, mais j'ai jamais rien demandé et heu et voilà, beh, je suis restée longtemps avec mon salaire d'avant et cetera. Et on t'en parlait pas non plus, on te disait pas? Ah non, non, mais le jour où j'en ai parlé, c'est là où je me suis dit: il y a» le jour où j'ai dit: «Bah, voilà, j'ai évolué, j'étais là quand même numéro 2. Le patron venait d'arriver, il me dit: «Ah ouais, mais moi je te connais pas. Moi, il faut que tu fasses tes preuves». Je dis: «Ouais, mais j'ai quand même fait beaucoup de choses». «Oui, mais moi je te connais pas» et donc ça a toujours été, un sujet tabou, mais que je me suis jamais permise de le poser parce que c'était dans ma tête. Le nœud, il était dans ma tête Ouais. d'abord, qui était: «Mais d'abord on m'a reconnue, mais presque je suis reconnaissante qu'on me donne ce poste» et maintenant les filles, si vous m'écoutez, arrêtez de penser comme ça. Parce que si on a pensé à vous, c'est parce que vous allez faire le taf. Si vous a on a pensé à vous, c'est parce que on vous a pas fait un cadeau. Donc, ce que vous allez demander, c'est pas un bonus, c'est juste la réalité. Mais ça, j'ai mis du temps, mais parce que j'avais pas de leader femme en face. J'étais dans un monde d'hommes. Il n'y avait que des hommes autour de moi. Tu as démêlé ton nœud, d'imposture, aujourd'hui? Oui, 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 je l'ai démêlé et ce qui m'a aidé à le démêler, c'est d'être venue en France. Parce que j'ai fait une grande partie de ma carrière au Maroc. Je suis en France depuis 6 ans et en fait, quand je suis arrivée, j'ai vu comment ça fonctionnait. C'est complètement décomplexé, les sujets sont pas tabous, on parle de ces sujets avec les RH et donc c'est pas et donc je me suis dit: «Mais en fait, tu t'es fait avoir pendant tout ce temps». Mais en même temps, je suis contente parce que j'ai quand même réalisé beaucoup de belles choses. Je me suis beaucoup réalisée et ça n'a pas de prix. Je me suis beaucoup réalisée. Si je devais avoir un choix entre je te double ton salaire et je te donne un poste, mais tu vas en baver, tu vas pas t'éclater, ou amuse-toi et j'avais énormément de liberté. Je me suis créé un périmètre. Une fois qu'on a les règles du jeu, je me suis créé cette permission de faire ce que j'avais envie de faire, tant que c'était juste et forcément, pour moi, ça n'a pas de prix et donc je regrette pas. Mais c'est juste le monde a changé les filles, posez les sujets, Ouais. osez les poser. Qu'est-ce que tu dis, aux femmes et notamment aux plus jeunes d'entre elles qui nous écoutent, et qui auraient par exemple, en nous écoutant, l'impression qu'elles aussi, elles ont pas assez négocié leur salaire? Enfin, c'est quoi pour toi les démarches très concrètement à suivre, que faire? Bah,
quand on se dit, qu'on n'est pas assez payé, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Est-ce que c'est la réalité? Il faut bien savoir quel est le juste prix qui est payé pour ce qu'on est en train de faire dans l'entreprise où on est. Parce qu'on a toujours l'impression d'être moins payé que les autres, et cetera. C'est pas bon de faire ce genre de comparaison. Il faut être clair, il faut être factuel. Les RH aujourd'hui ne peuvent pas faire n'importe quoi. Si vous faites un travail, si vous êtes dans une position, vous êtes dans le droit d'exiger comment je suis déjà dans l'entreprise. Et ça va apparaître. Vous voyez? Aujourd'hui, on ne peut plus. Et donc, c'est se renseigner, mais réellement auprès des sachants, c'est-à-dire les RH. Se renseigner sur qu'est-ce qu'on vaut sur le marché. C'est bien de temps en temps de se dire: «Bon, bah, je vais faire une tentative. Qu'est-ce que je vaux sur le marché?» Mmh. Moi, j'encourage les gens. Positionnez-vous. Quand des gens sont venus, enfin des collègues sont venus me dire: «Oui, mais moi, je ne suis pas bien payé», je j'ai dit: «OK, positionne-toi sur le marché». Et comment on se positionne? Enfin, comment Bah, on faites des demandes, faites demande, tu vois tes allez allez chercher du travail, positionnez-vous, faites des entretiens. C'est important d'aller faire des entretiens à l'extérieur parce que quand vous les faites, vous savez réellement ce que vous valez parce qu'il y a aussi des moments où on se dit: «Oui, je suis pas bien payé et tout», mais quand on est confronté à la réalité, qu'on va faire des entretiens, qu'on passe le premier, le deuxième et où on se dit, et donc là, on se dit: «Il y a aussi un travail à faire», donc c'est un jeu d'équilibre à bien trouver. Pas juste se poser en se disant: «Je suis pas bien payé», OK, par rapport à quoi? Et ce qui est important dans le salaire, c'est la notion d'équité. Quand quand on fait quand on conçoit une grille de salaire, c'est important de se dire: «OK, bah, je vous donne tant», mais moi, en tant que responsable, je dois me dire: «Est-ce qu'en donnant tant, il y a le sentiment d'équité est là?» parce qu'on peut être bien payé et toujours sentir qu'on n'est pas bien payé. Et donc c'est le rôle aussi de des responsables, des RH, c'est de travailler ce sentiment d'équité et l'équité, elle vient avec quoi? Avec la transparence. Il faut qu'on soit clair sur ce qu'on donne dans l'entreprise. Faut pas, ça doit pas être des sujets tabous. Vous êtes une femme corpo qui bouscule les codes de l'entreprise ou vous en connaissez une, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire ou à nous envoyer un DM pour nous le signaler. On a trop hâte de vous recevoir sur notre canapé. Tu penses qu'on devrait connaître les salaires de tout le monde? Transparence des salaires Genre sur LinkedIn, on dans écrit son sa La bio. salaire la dans sa bio? transparence des salaires n'a de sens que si elle a la transparence des difficultés, la transparence de ce qu'on vit au quotidien, la transparence des challenges que nous avons. Le salaire, ce n'est qu'une résultante de ce qu'on fait. Si vous prenez deux DG, par exemple, hein, si moi je me prenais le salaire d'un autre DG en me disant, bon, je me compare à lui, oula, il gagne 3 fois plus que moi. Mmh. Non, c'est pas normal. Oh, non. C'est quoi sa réalité? C'est quoi ses challenges? C'est quoi ses défis par rapport aux miens? Et donc, comparer une valeur absolue n'a pas de sens si vous ne connaissez pas l'environnement. Quand vous avez des postes où vous dormez pas la nuit parce que vous avez des crises sociales, vous avez des crises avec les OS, vous avez des marchés qui décollent pas, c'est pas la même chose que quand vous êtes dans une entreprise avec plus de moyens. Et donc, ce qu'on paye, c'est pas un poste. Ce qu'on paye, c'est l'effort, c'est la réussite dans l'environnement dans lequel on évolue. Donc, il faut faire vraiment attention à cette notion de comparaison. Et si on a un doute, il faut aller voir la RH. Si la RH n'est pas transparente, bah, faut prendre aussi vos, aussi vos responsabilités, mais ça doit passer par quelque chose de bien encadré. Sinon, vous allez vous perdre dans des comparaisons qui sont pas justes, en fait. Je reviens aux 15-25 ans. La difficulté des femmes de 15-25 ans, bah, c'est le moment de la galère noire. C'est 25-35. 25-35, ouais. 25-35, les 25-35, bah, c'est le moment où on va décider de se marier, d'avoir des Mmh. enfants. T'es mariée, toi? Oui, j'ai 2 enfants, enfin là, je suis séparée, mais j'ai deux garçons, je suis même Et grand-mère tu t'es mariée à quel âge? à 25 ans. Ah oui, donc Et j'ai mentoré beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je continue à mentorer des jeunes femmes et en fait, là où c'est très difficile et quand je dis que la femme, elle passe ce cap, c'est qu'elle a ça y est, elle a l'autoroute devant elle. Bah, c'est justement quand elle décide de se marier, d'avoir des enfants, la vie change, les responsabilités changent, le quotidien change, les nuits changent et donc on est plus fatigué et on se dit: «Comment on fait? Comment on reste comme un roc alors que tout autour a bougé?» Et en fait, c'est ça la difficulté. Et pour rester droite, pour continuer à prendre soin de soi, parce que pour travailler, il faut prendre soin de soi. Pour arriver à des postes à haute responsabilité, il
faut avoir vraiment une écologie de vie qui soit très rigoureuse. On peut pas, je dis aux femmes: «Vous pouvez pas faire la fête, ne pas dormir, truc et arriver le lendemain Extrême. fraîche dans une réunion». Non, non, non. Il faut faire des choix et plus vous avez des responsabilités, plus vous devez être présente. Et quand vous avez qu'entre 15 et 20 qu'entre 25 et 35 ans, c'est très difficile d'être présente quand en même temps vous avez plusieurs choses à gérer. Et donc, c'est le moment où c'est important d'accompagner les femmes. Et ça, je me suis rendu compte après, et c'est pour ça que j'ai créé tout un, un programme de leadership au féminin qui a maintenant plus de 20 ans, qui est de dire comment j'accompagne les femmes dans cette phase-là, parce qu'une fois qu'elles vont dépasser cette phase, elles vont y arriver. Quand vous dépassez tout ça, quand vous arrivez à faire vous êtes écartelé entre la responsabilité familiale, sociale, professionnelle, quand vous réussissez ça, il n'y a plus rien qui vous fait peur. Et donc, chaque personne peut le réussir, mais il faut juste qu'elle soit accompagnée. Donc il y a 20 ans, tu as lancé un programme de leadership au féminin. Pourquoi, il y a 20 ans, cette question t'intéressait? Parce Alors, que parce que, bon, j'étais, comme je disais, j'ai dirigé l'entreprise et je voyais qu'il y avait 2 choses. Les femmes n'osaient pas. Elles, heu, elles osaient pas, elles se faisaient des nœuds dans la tête en se disant: «Je peux pas», elles osaient même pas penser qu'elles pouvaient être à ces postes-là. Et je voyais des hommes qui, en fait, quand c'est eux qui font les promotions, enfin, c'est eux qui vont nommer, et en fait, le réflexe, c'est d'abord de nommer des hommes. Et je me dis: «Attends, il y a un truc qui va pas. Si on nomme pas les femmes, on leur permet pas, bah, de rêver, de se dire: "Elles peuvent y arriver"». Et donc tout ça, comment je fais pour que l'entreprise soit vraiment un espace où tout le monde trouve son compte? Et donc quand j'ai ouvert ce programme de leadership au féminin, j'ai d'abord travaillé sur la mixité. La mixité comme clé de performance, et j'ai fait un travail auprès des hommes et des femmes. J'ai jamais travaillé que sur les femmes. Et donc j'ai réuni tous les managers, hommes et femmes, en leur disant: «Qu'est-ce que vous pensez de la mixité?» Pourquoi? Parce que j'avais une plateforme de relance téléphonique avec des femmes, Mmh. et j'avais les encaisseurs qui allaient sur le terrain, c'était que des hommes. Et quand je passais devant la plateforme téléphonique, des fois, voilà, il y avait des discussions, je me dis: «C'est pas très professionnel». En mettant 2 hommes dans la plateforme, les discussions changeaient, il commençait à y avoir des challenges, Ah il y oui. avait de la motivation positive, et j'ai mis des femmes auprès dans les milieux des encaisseurs, et en fait, je me suis dit: «Bah, finalement, la mixité, ça paye, parce que ça change la relation, il y a du challenge, il y a voilà, et c'est du challenge positif». Et là, j'ai demandé au manager: «Il faut qu'on travaille sur la mixité», et j'ai travaillé avec les hommes, parce que j'ai dit: «C'est vous qui nommez». Et comment les hommes ont commencé à m'écouter? Bah, tout simplement en disant: «Mais combien d'hommes ici ont des petites filles?» Paf. Combien d'hommes sont prêts à mettre 50% de leur salaire pour l'éducation de leurs filles? Tout le monde a levé la main. Combien d'hommes accepteraient que ces mêmes filles, demain, lorsqu'elles vont arriver au travail, on va leur barrer la route, on va pas penser à elles, etc. Et en fait, c'était juste qu'ils n'avaient pas pris Bah conscience, oui. et c'est pour ça que c'est un travail qui prend Ouais, du moi temps. j'ai aussi parlé avec enfin je suis Il y a de désolée, mais tout, il y a de tout. moi j'ai aussi Moi, je parlé parle avec de... des hommes sur la mixité dans les comex et des hommes qui étaient dans les comex, et je leur disais: «Mais vous avez des filles?» «Oui, souvent». «Est-ce que c'est?» «Non, mes filles, elles y arriveront si elles le méritent». Enfin, il y avait encore beaucoup cette croyance, Oui, 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 de oui. la Mais méritocratie, attention, ça absolue, s'arrête quoi. pas là, ça s'arrête pas là. J'ai dit, c'est un processus. Une fois qu'on a compris ça, c'est ça l'intérêt. Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on s'est dit, OK, faut donner la chance, il faut promouvoir, mais il faut aussi préparer. Mmh. Et donc, les femmes sur lesquelles j'ai envie de miser, où je sens qu'il y a du potentiel, il faut les accompagner. Prise de parole, comment elles ont confiance en elles, comment elles vont se positionner, comment elles vont parler de négocier un salaire sans avoir honte, et en fait, c'est ça, et c'était ça le programme du leadership, c'est comment, maintenant qu'on est d'accord pour leur laisser de la place, celles qui vont pouvoir la prendre, eh ben, elles vont la prendre, mais celles qui ne vont pas oser la prendre, il faut les accompagner. Et c'est comme ça que dans mon COMEX, j'avais 50% de femmes. Mmh. C'est pas parce que j'ai décidé, je suis allée les chercher. Il faut surtout pas aller chercher, ou en tout cas nommer une femme si elle n'est pas prête. Personnellement, si j'ai fait la carrière que j'ai fait, c'est parce qu'on m'a tendu la main. Mais
si on devait garder une chose de ce podcast, c'est que quand on tend la main, quand on ouvre la porte à une jeune femme, en fait, on l'ouvre à toutes les jeunes femmes qui vont venir derrière. Et tu disais tout à l'heure que les jeunes femmes, elles osaient pas. Donc tu penses pas aussi que les nommer, ça leur donne un moyen aussi de les pousser un peu à faire avoir des hauts postes. Là où si tu dis c'est juste celles qui se sentent prêtes, il y en a plein qui peut-être au fond qui sont prêtes mais qui n'oseront pas y aller. Et du coup, les nommer peut être un moyen si on croit en elles et si on pense qu'elles en sont prêtes. Il faut les nommer et être certain qu'elles vont réussir. Il ne faut pas les griller. Si une femme n'ose pas, si une femme se dit qu'elle n'est pas à la hauteur, il faut vraiment travailler sur ce sujet-là. Parce que si vous la mettez dans un comex, avec elle-même cet état d'esprit, elle va jamais prendre la parole, elle va pas être elle-même, elle va se faire griller. Et donc, si je crois en elle, il faut qu'elle-même, elle ait conscience qu'elle est à la hauteur. Donc, il ne faut pas juste la jeter. Si vous la jetez, peut-être que c'est comme un enfant, vous allez juste dans l'eau. Il va arriver à se relever. Mais parfois, dans la vraie vie, si vous nommez une femme, et moi j'ai vu des femmes grillées, entre parenthèses, et c'est le pire, c'est ça. C'est quand vous mettez une femme en disant, elle n'ose pas, il faut la mettre dedans et elle va y arriver. Ouais, mais si elle est dans un environnement qui est pas bienveillant, dans un environnement où on va vouloir prouver que finalement nommer une femme, c'est pas la bonne solution et elle va pas être à la hauteur, bah, elle a grillé toutes celles qui vont venir derrière parce qu'on dit: «Oh bon, maintenant on va arrêter ces histoires. Vous avez vu, on les a nommées, elles sont pas à la hauteur». C'est pour ça que le programme de leadership féminin, il est important, pour qu'elles aient les clés, pour qu'elles se préparent à affronter parce qu'un comex, c'est un affrontement. C'est pas un monde des bisounours. Vous êtes là, vous savez, voilà, et c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, et donc il faut les préparer. On a une membre d'un gros comex, voilà, Oui, dans oui, le il faut les dans le public. préparer et Je pense Mais que c'est- ça résonne. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce podcast, c'est de créer des représentations et des exemples pour que d'autres, jeunes femmes, jeunes hommes écoutent, ces parcours. Toi, est-ce que tu avais des exemples de gens qui t'inspiraient quand tu étais, plus jeune dans le monde corporate, à haut poste, qui avaient des grandes carrières? Est-ce que tu avais des exemples? Alors, tout à l'heure, tu disais que tu avais peu d'exemples de femmes. ouais. Si tu arrives à nous en citer une et Alors sinon les femmes, des hommes. moi j'avais beaucoup de femmes, j'étais fan de beaucoup de femmes, mais moi, quand j'étais adolescente, je voulais être une ballerine. Donc moi, mes femmes, c'était Ghislaine Tesmar, c'est Pavlova, voilà, c'était ça les femmes auxquelles, voilà, moi j'étais sur un autre registre. Voilà, donc d'ailleurs c'est pour ça que ma sœur s'appelle Ghislaine. J'aimais tellement Ghislaine Tesmar ah ouais, j'ai expliqué, ma petite sœur s'appelle Ghislaine. Bah, parce c'est que- une première négociation. J'adore. Ouais, Ah ouais, j'adore, bonne déjà, négociatrice. Et tu parles Vas-y, pardon. Moi, je voulais juste, rapidement, je voulais juste revenir sur, tu vois, tu dis le COMEX, c'est une lutte, c'est une bataille, etc. On n'est pas tous préparés à la bagarre. Bah, d'ailleurs, on a une femme dans Femme Corpo qui nous a dit que quelqu'un lui avait dit que la différence entre les jeunes filles et les jeunes garçons, c'est que les garçons, ils jouent à la bataille avec leurs petits jouets et que déjà, ils se préparent à la bagarre. Moi, je crois que j'ai pas trop peur du conflit, voire que je suis plutôt à l'aise dans une situation de conflit. Enfin, c'est jamais agréable d'avoir un conflit, mais voilà. Mais je vois beaucoup de gens vraiment perdre leurs moyens dans une situation de conflit. Comment on s'arme et on s'équipe si on a envie d'entrer dans un comex? J'entends aussi beaucoup des jeunes femmes et hommes dire: ouais, mais en fait, plus on monte dans l'entreprise, plus c'est politique, ça devient trop politique, c'est chiant, etc. Si on a des ambitions, mais qu'on a du mal à s'armer pour un conflit, enfin, c'est quoi tes conseils pour se préparer à la Alors, bagarre? moi j'ai longtemps refusé les jeux politiques, les alliances. Je dis non, moi je bosse. Si on m'a nommé, c'est parce que voilà, je bosse, je délivre. Le reste, je m'en fous. Non, parce que plus on gravit les échelons, effectivement, plus il y a des jeux politiques. Oui, il y a des alliances, il y a des feats. Euh, ce qui permet de rester droit, en tout cas moi personnellement, c'est dire mais enfin, mais pourquoi je suis dans ce comex? Parce que oui, le comex, c'est pas facile. Il y a des jeux, il y a des jeux d'ego très forts. Il y a des jeux de pouvoir. Euh, plutôt que de dire, mais comment je m'arme pour ça? Moi, là, je me dis, mais d'abord, pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai accepté d'être là? Pourquoi j'ai accepté de rentrer dans cette, allez, je dis jungle pour forcer le trait, mais c'est pour continuer quand même à donner envie parce que c'est pas impossible.
Ben, je suis là parce que ce que je fais, d'abord, je le fais parce que c'est en lien avec mes valeurs. Le poste que j'occupe, c'est un poste qui a beaucoup de sens pour moi. Et parce qu'il a beaucoup de sens pour moi, parce que ce que je fais est utile, ça me donne la force de résister à ces tensions politiques. Si vous n'avez pas un sens, si vous n'avez pas un enjeu fort qui, dans lequel vous dites, mais pourquoi d'abord je suis là? Pourquoi je me prends ces baffes? Eh bien, si vous ne savez pas pourquoi vous les prenez, bah, faut partir. Vous ne pourrez pas rester solide. Mais quand votre objectif est clair, et l'objectif ne doit pas être un poste. Je dis toujours, le poste, ce n'est pas un objectif. Le titre, ça ne peut pas être un objectif. Être sur un rectangle, sur un organigramme, ça ne peut pas être un objectif. Si c'est ça l'objectif, c'est que de l'ego, c'est que du pouvoir, mais c'est du pouvoir qui vous sert vous en tant que personne. Mais dans un COMEX, on est une équipe. Un COMEX, il travaille pour l'intérêt commun de l'entreprise. Et si je travaille dans l'intérêt commun de l'entreprise, je dois dépasser ces égos et je dois dépasser voilà, je ne suis pas un rectangle. Et ça, je dis toujours attention, vous n'êtes pas un petit rectangle, vous vous rendez compte? Il y a des gens, toute leur vie, ils veulent être dans un petit rectangle. Je veux dire, la vie, elle est ouverte, Ouais. vous avez le champ des possibles, et vous, tout votre objectif, c'est de vous voir dans un petit rectangle enfermé sur un petit bout de papier. C'est ça. Bah, si c'est ça, vous allez avoir du mal à prendre des coups. Par contre, là où si vous êtes solide, si vous comprenez quel est votre enjeu et que votre enjeu, il est pas que bien sûr, on a des enjeux personnels, mais que l'enjeu de la société doit être supérieur à l'enjeu personnel, vous allez arriver à prendre des coups et à rentrer dans la bagarre parce que vous le faites dans l'intérêt commun de l'entreprise, dans l'intérêt de l'entreprise. Si vous n'avez pas cet intérêt de l'entreprise, vous n'avez rien à faire dans ce COMEX. Est-ce que tu as un exemple un peu concret d'une injustice que tu aurais vécue? Hem, Est-ce que c'était parce que tu étais une femme à ce moment-là ou je sais pas, j'ai pas l'impression que tu es trop, là-dedans dans les différences de genre, mais Ouais. est-ce que tu as un exemple Oui, à il y a une donner? petite injustice, enfin, oui, c'était une injustice, c'est que, quand j'ai eu mon 1er enfant, heu, j'ai eu une grossesse, normale, donc pas d'absence. J'ai travaillé tout le temps et j'ai quitté le bureau lundi soir pour accoucher mardi matin. Voilà Ah oui. mais parce que j'étais en forme. J'étais en forme, je l'ai pas fait par sacrifice, c'est juste que j'étais en forme, voilà et cette année-là, j'attendais d'être promue. Je devais être promue. Ben j'ai pas été promue. Parce qu'on me dit: «Ah ben, vous pouvez pas avoir 2 cadeaux dans la même année». Oh waouh! Ah Comme ouais, ça. non. Et celle-là, je ne l'attendais pas. Et c'est là où je me suis dit: «Il y a quand même quelque chose». Pour ça, je suis pas une féministe, je suis pas en train de j'ai jamais dit: «Ouais, ça m'arrive parce que je suis une femme», non. Mais là, je me dis: «Waouh, on en est là» et c'est ça qui m'a donné La rage. cette rage de me dire: «Mais c'est pas possible» et d'ailleurs, je me suis, entre guillemets, «vengée» en nommant une dame qui était dans mes équipes à un très haut poste. J'avais l'intention de la nommer. Ah oui. Elle est venue me dire, toute blême: «Je suis enceinte». J'ai dit: «Et alors pourquoi tu me l'annonces avec autant de drame? Tu heureuse?» Elle me dit: «Oui, mais» je dis: «Mais moi je te promets, juste ce qu'on va faire, on va passer un deal toi et moi, je vais te nommer, mais ne dis pas que tu es enceinte, ça sert à rien. Il y a des choses, c'est pas utile de dire». Elle l'a pas dit au moment comme ça s'est passé. Après, elle a accouché, elle a été à la hauteur et aujourd'hui elle brille dans des postes et donc ça a été une petite vengeance à moi pour dire: «Mais Mmh. mais regardez, on peut le faire». Mmh. Voilà. C'est C'était une petite injustice, enfin je voilà. bien sûr. Donc si je comprends bien, ce podcast est tout simplement un buzz. Pour toutes celles et ceux qui adorent ce podcast, ou qui l'aiment même un petit peu, vous avez plusieurs choses à faire. La première, quand vous écoutez le podcast sur une plateforme de streaming audio, vous mettez 5 étoiles sur les plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et toutes les autres. Si vous regardez en vidéo sur YouTube, là, c'est très simple. Vous mettez un pouce, un like, un commentaire, une photo, une story, ce que vous voulez. En tout cas, communiquez sur ce podcast parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à l'écouter. On est trop contente que ça résonne chez vous et que vous utilisiez concrètement les conseils qui sont donnés dans les podcasts. En bref, abonnez-vous. C'est chouette que tu reparles de maternité parce que je pense que dans la carrière professionnelle des femmes et surtout entre 25 et 35 ans, c'est quand même une vraie question.
peut-être de moins en moins parce que les gens ont de moins en moins envie de faire des C'est vrai, enfants. c'est plus tard en Voilà, plus. mais dans Peut-être que je vais l'absolu, décaler, ça va c'est être ça. 30-40. Mais c'est la période. Ouais. Hier, j'étais au téléphone avec une copine et je lui disais: «Moi, j'ai envie d'être enceinte le jour où, faire un bébé sera vraiment dans mon top 1 voire 2 de mes préoccupations principales». Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que, un enfant, c'est un projet numéro 1 avant le reste? Quand on a envie d'en faire un? Est-ce que ça doit être ce projet numéro 1 au moment de le faire? Moi, je dis que ça doit être le projet numéro 1 pour l'enfant, qui lui n'a rien demandé pour être là. Tout simplement. Ouais. J'ai pas trop compris ta question. Bah, ma question, c'est de dire, moi, je me suis dit que le jour où j'avais envie d'être enceinte, c'était le jour où ce projet d'être enceinte passerait avant n'importe quel autre projet, de monter une autre boîte, d'acheter une maison, ce serait la priorité Pourquoi avoir numéro 1. qu'un projet dans la vie? En tout cas, que ce soit mon projet prioritaire, ça Moi, veut je, dire. moi, je Oui. prendrais la question en termes de présence, c'est-à-dire, Exactement. quand je, Ok. voilà, La présence plutôt active. je le formulerai comme ça, C'est ce que j'ai dit. c'est de dire, quand je décide d'avoir un enfant, je décide d'être présente qualitativement. Parce que je le répète, l'enfant, il n'a rien demandé. Donc, s'il est là, il faut s'en occuper, et bien s'en occuper. Et tout est dans la qualité de la présence. C'est pas parce que vous allez être 8 heures par jour avec lui que vous êtes présente. Ouais. Hein. Une demi-heure, 1 heure par jour avec une présence qualitative, pour moi, c'est suffisant. Et quand j'ai eu mes 2 garçons, j'avais des très hautes responsabilités. euh, d'ailleurs, le deuxième, quand j'ai eu mon deuxième garçon, je suis revenue travailler au bout de 3 semaines. Pourquoi? C'est pas parce que là aussi je voulais montrer que j'étais la femme Spartacus et tout. C'est juste parce que j'avais des engagements et ces engagements, c'était envers mes collaborateurs. C'était le moment de faire des évaluations d'une centaine de personnes qui étaient dans mes équipes. J'allais quand même pas leur dire: «Excusez-moi, je ne veux pas d'évaluation, pas d'augmentation parce que moi j'ai décidé». Et c'est là où il y a un moment où il faut juste être pragmatique et être juste. Ce moment, pour moi, cette décision était juste. Mais tu en avais envie, de reprendre le travail, Oui, si tôt? pour Parce que parce que c'est pas que j'en avais envie, c'est qu'il y avait un projet, c'était la fin de l'année, c'était le moment d'évaluation de mes équipes. J'allais quand même pas leur dire: «Je disparais pendant 3 mois». Mmh. Ils attendent tous leur augmentation, leur avancement, ils ont travaillé et donc je me suis sentie responsable de le faire. Et après, j'ai pu m'arrêter quand je voulais. Enfin, après, on s'arrange. Il faut juste rester flexible et savoir, et je reviens à votre question parce qu'elle est importante, il faut savoir mettre l'essentiel au cœur de votre dynamique en fonction des moments. Quand on fait un enfant, on fait un enfant. Quand il y a un projet, il y a un projet. Quand il y a une crise, ben, je dois être présente pour la crise, qu'elle soit à la maison, qu'elle soit au travail. Et donc, c'est cette capacité, moi je dirais, la réponse, c'est pas oui, non. La réponse, c'est comment je me prépare à être capable d'être en même temps in et out, d'être en même temps en crise et d'être en même temps sereine, d'être en même temps auprès de mes enfants et d'être en même temps auprès de mes équipes. Et en fait, c'est la capacité à être un peu partout. C'est quoi? C'est de se dire toujours, c'est quoi mon enjeu? Pourquoi je suis là? Quand on sait plus où on en est, moi, il m'arrive d'être complètement éparpillé. Vous savez, quand vous prenez un puzzle et que vous l'éclatez, il y a des moments où je me sens comme ça. Qu'est-ce qui me permet de me ramasser? Parce que c'est vraiment le terme. Bah, j'ai appris, ça fait plus de 10 ans, à me dire, attends, il y a un moment, je peux bien prêcher la bonne parole, être inspirante, mais moi-même, je suis éclatée. Bah, je me ramasse, je me prends une semaine, je m'enferme, je fais une retraite. Et je me dis, Leïla, où tu en es? Et cette semaine, c'est ma semaine de cadeaux où je vais être moi avec moi-même en me disant, mais qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as envie de faire l'année prochaine? C'est quoi tes engagements? Sur quoi tu as envie vraiment d'être ce focus? D'où cette question. Ça peut être, cette année j'ai envie de faire un enfant, cette année j'ai envie d'acheter une maison, cette année j'ai envie de faire les deux. Ok, mais comment je m'organise? Comment je me mets en réussite, en condition de réussite? Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me donner ce temps. Tous les ans, j'ai besoin de m'enfermer, d'être avec moi-même et de faire mon propre check-up. Tu t'enfermes chez toi ou tu pars? Je pars. Je pars. Tu te fais des vacances avec toi-même, quoi. C'est pas des vacances, c'est carrément des retraites. Je peux passer une semaine dans une cabane enfermée. J'ai tous testé. Mais ce qui est important, c'est ce moment avec soi-même. Et avec franchise.
J'ai l'impression que ta première expérience où tu as annoncé à tes collaborateurs ou à ta hiérarchie que tu allais être enceinte, ça a été une aventure houleuse parce qu'ils t'ont dit, voilà, on va pas te Ouais, donner ouais, la non, promotion, je etc. savais pas, je pensais que ça allait se faire, Et j'ai mais l'impression que la deuxième fois, tu as appris de cette expérience et comment ça s'est passé? Comment tu as annoncé que tu allais faire un deuxième enfant? j'ai pas annoncé parce que j'ai pas annoncé, mais j'ai juste géré. J'étais déjà directrice, donc je m'attendais, j'avais pas d'attente. Heu, j'avais déjà, hem, comme j'avais évolué très jeune, donc j'avais déjà une crédibilité et j'étais connue pour mon sérieux et on venait plus me chercher sur ces sujets-là. Mmh. On savait que j'étais sérieuse, on savait que s'il y avait un truc à faire, que j'allais le faire quoi qu'il arrive. En fait, c'est pas sérieuse, je dirais que j'étais fiable. Ce qui est important dans l'équipe, c'est d'avoir des gens fiables. C'est quoi Mmh. avoir quelqu'un de fiable? C'est que, bah, le jour où j'ai un problème, bah, je sais que tu es Bien là. sûr. Je sais que tu es là. Mmh. Et ça, je pense, juste par ma façon d'être, parce que bon, j'ai toujours beaucoup travaillé sans prendre au sérieux. Il faut être sérieux sans se prendre au sérieux. Mmh. C'est ça qui est important. En 2020, tu as été nommée DG de Sofinco Ouais, ou en 2021, pardon? je me rappelle plus. Ouais, Bon, ouais, ouais, vers ouais, 2020 ouais, ou ouais. Covid? Là, le Pendant Covid, le 2 semaines après le Covid, Ah oui, donc 2020. OK. j'étais Donc en nommée 2020, au tu as niveau de été la DGA et ensuite DG, ouais. donc en 2020, tu as été nommée, DG de Sofinco. Comment tu l'as appris? Comment tu l'as accueilli? Comment ça s'est Alors passé comment pour je l'ai toi? appris? Bah, on m'a demandé, hein, mon patron, et c'est pour ça que j'ai dit dans la carrière, si on est là où on est, c'est parce qu'il y a des gens qui vous tendent la main et j'ai eu la chance d'avoir un patron qui me connaissait et qui m'a dit: «Bon, bah, voilà, je te propose ce poste, qu'est-ce que tu en penses?» J'ai dit: «Ouais, je prends». Il me dit: «Non, non, tu prends le temps de réfléchir». J'ai dit: «Non, je réfléchis pas, je le prends». Sofinco pour moi, c'est la boîte où je me suis formée et donc la diriger pour moi, c'était un voilà, c'est une pour moi, j'ai bouclé la boucle et donc j'ai décidé sur place, quoi. Il a insisté en me disant: «Mais prends le temps de réfléchir». J'ai dit: «Non, je bosse avec toi, tu me fais confiance, j'y vais». Et là, j'ai pas et après, j'ai vu de quoi il s'agissait, mon mandat et tout et moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Quand j'ai confiance en quelqu'un, quand quelqu'un me fait confiance, j'y vais. C'est le plus important. On passe à la dernière partie du podcast. Je vais te poser des questions un peu tac au tac et l'idée du coup, c'est que tu répondes un peu du tac au tac. Ça pourrait s'appeler tac au tac d'ailleurs. Ton ambition à 25 ans, c'était quoi? À 25 ans, mon ambition, c'était d'arrêter de travailler à 40 ans pour ouvrir une salle de sport. J'adore. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Leïla qui débute? Eh ben, la jeune Leïla qui débute, je lui dirais, «Arrête de te faire des nœuds dans la tête», heu, parce que c'est très timide, hein. Prends ta place, n'attends pas qu'on te la donne, heu et tu es quelqu'un d'important. J'adore. Ton plus grand moteur dans la vie? La justice sociale. Oh. Est-ce que tu t'es déjà censurée dans ta carrière? Oh, beaucoup! Plusieurs fois. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à la prochaine génération de femmes leaders? Conclure. Alors, ce que j'ai envie de dire à la jeune génération, aux femmes qui arrivent, c'est, prenez votre place, n'attendez pas qu'on vous la donne, heu, prenez la parole. Pourquoi? Parce que quand vous vous privez de donner votre avis, en fait, vous privez les autres d'entendre votre avis et peut-être qu'à ce moment-là, vous privez les autres d'avancer et donc prenez la parole parce que prendre la parole, c'est contribuer au développement et contribuer à faire avancer, l'environnement, faire avancer les autres. Donc prenez la parole, c'est pas une injonction, c'est facile de dire aux femmes: «Osez». Ça veut rien dire oser si elle sait pas comment faire, mais juste gardez une chose, c'est que si vous êtes dans un environnement où vous n'osez pas poser une question, où vous n'osez pas donner un avis, eh ben, vous privez les autres de cet avis, parce qu'il est important. Merveilleuse conclusion. Bah, Merci c'est beaucoup, ouais, Leïla. merci. On est Parfait toutes importantes. non, mais Ouais, parfait tu pour m'as fait Juliette ma qui meilleure aide les promo femmes là. à prendre la parole. Ouais, Donc c'est parfait. bravo.